Bonjour à tous. C'est très difficile de parler le dernier, après une journée aussi complète. Rassurez-vous, je n'arriverai pas au niveau de qualité et de technicité de mes prédécesseurs. Et je n'ai pas trouvé de graphique ou de photos. J'aurais pu prendre, étant donné qu'il s'agit d'expérience, j'aurais pu prendre une série de photos du forestier depuis le début de sa carrière jusqu'à la fin. Ça vous aurait beaucoup amusé. Mais je pense que ça n'aurait rien apporté à l'exposé. Donc c'est un sujet complexe que l'on m'a demandé de traiter. Seule contribution que je peux apporter à un tel sujet, ce sont les 60 années d'expérience d'un vieux propriétaire forestier sylviculteur passionné, donc très impliqué dans la forêt, mais pas seulement dans sa forêt. Ce sera pour moi la moins mauvaise manière de traiter le sujet de l'équilibre faune-flore, car l'équilibre se trouve en marchant, et j'ai beaucoup marché. Je ne peux parler de mon expérience sans évoquer les 3 hommes sans l'influence desquels je ne serai pas ici ce soir. Car aussi en forêt, on l'a vu à plusieurs reprises, l'homme reste essentiel. J'évoquerai ensuite les grandes questions auxquelles, au-delà du fait de se coltiner avec la nature, le forestier privé se trouve confronté. Et enfin, les méthodes que j'ai essayé de mettre en pratique avec l'assistance éclairée de... Je partage cette forêt avec mes 3 frères et sœurs, sous la forme juridique d'un groupement forestier familial qui, avec la génération qui arrive, aura une quinzaine de porteurs de parts, ce qui devient un gros challenge pour celui qui aura à me succéder et qui est d'ailleurs déjà en place. Donc essentiellement 3 hommes, 3 maîtres, qui m'ont tout au long de ma vie fait découvrir et me passionner pour la forêt. Le plus ancien, le garde de mon père. Il m'a initié à la nature et à la chasse. J'ai collaboré avec lui pendant de longues années, puisqu'il a pris sa retraite à 72 ans. Il était arrivé à 14 ans chez mon grand-père, muni d'un certificat d'études. Il en connaissait autrement plus qu'un bac plus 3 d'aujourd'hui. Très intelligent, très compétent, il vivait dans et pour la nature. La vraie, la dure, pas celle des bobos. Il a fait découvrir aux collégiens parisiens que j'étais toute la complexité de la nature, à la fois dure, exigeante et merveilleuse. Il m'a appris à me poser des questions. Pour lui, tout était sujet à interrogation. Et il fallait toujours essayer de comprendre, de trouver les réponses. Mais dans la nature, quelles sont les bonnes réponses? Il m'a fait découvrir le gibier, petit et gros, comment développer le gibier naturel, comment comprendre les mœurs du gros gibier, comment rembûcher un animal, comment mener des battues. Il m'a appris les origines de notre forêt, par qui et comment elle avait été gérée dans le passé. Ce sont des données bien utiles dont on ne tient souvent pas assez compte. Il m'a appris à écouter, à observer, à ne rien considérer comme acquis. J'ai compris avec lui que celui qui va vous assister dans la gestion de votre forêt doit être bien plus qu'un simple salarié. Il est votre associé et il en connaît souvent bien plus que vous sur le sujet. Les bonnes décisions viennent toujours d'une discussion franche et ouverte. C'est donc la chasse qui a été pour moi, comme beaucoup, la première ouverture à la nature et à la forêt. Mais il ne fallait pas en rester à la seule chasse. Donc j'ai eu ensuite la chance de m'impliquer dans notre CETEF départemental et de profiter des lumières du grand forestier qu'est Michel Hubert, qui pendant des années a animé nos réunions. Je pense que vous le connaissez tous, je crois qu'il y en a qui sont très jeunes ici. Et il a été un des créateurs de ProSilva. Il était ingénieur à l'IDF, il a été un des créateurs de ProSilva Europe et le premier président de ProSilva France. Avec lui, j'ai découvert les arbres. À la chasse, on est souvent en forêt, mais on n'a pas vu qu'il y avait des arbres.
et j'ai découvert tous les grands principes d'une sylviculture active et proche de la nature. Celle qui permet d'approcher un équilibre faune-flore, qui déjà à cette époque, il y a bien longtemps, était bien compromis. Il m'a beaucoup appris. Par exemple, avec lui, j'ai découvert et mis en pratique le banivage qui m'a permis, quelques années plus tard, de récolter de belles grumes de châtaignier. Ça vous paraît bizarre, mais à cette époque-là, on ne parlait pas encore de banivage. Il fait partie de ces rares personnes, je le parle au présent parce qu'il est encore vivant, il a 93 ans, je le vois de temps en temps. Il fait partie de ces rares personnes, simples et modestes, malgré ou peut-être à cause de leur grande intelligence. Ces personnes qui vous font passionner pour la matière qu'il vous enseigne. Avec lui, j'ai compris qu'il était important de comprendre sa forêt et qu'on la comprenait d'autant mieux en s'alimentant de l'expérience des forêts des autres. Prendre des responsabilités dans le syndicalisme forestier est une bonne école pour se forcer à réfléchir aux problèmes qui se posent aux propriétaires et aux moyens de les résoudre. Enfin, la troisième personne, c'est Brice de Turckheim, dont on a beaucoup parlé, vous l'avez tous connu. Et nous devons rendre hommage au créateur et à l'animateur de ProSylva. Il m'a initié, avec autorité, à la sylviculture proche de la nature, à découvrir les écosystèmes et à en tenir compte dans nos actions et à les préserver. Il m'a, avec Michel de Vasselot, ouvert les portes du Comité des forêts, et par la qualité de son extraordinaire réseau de forestiers européens, il nous a permis d'organiser des formidables voyages en nous ouvrant des forêts les plus intéressantes que l'on puisse voir en Europe, et surtout discuter et apprendre avec les hommes qui les gèrent. Il a été le maître incontesté de tous les experts du Comité des forêts. Ils sont 13 aujourd'hui et transmettent à toute une génération de forestiers sa vision de la forêt et d'une sylviculture qui doit être proche de la nature. Par le Comité des forêts, j'ai été amené à découvrir et à m'intéresser à la filière. On ne peut faire une bonne sylviculture sans connaître tous les débouchés de nos produits et sans être en mesure de comprendre et de dialoguer avec tous les animateurs de cette filière. En réalité, et ce sont bien les leçons que j'ai tenté de mettre en pratique, ces trois maîtres ont en commun leur pragmatisme, leur volonté de comprendre la dynamique de la forêt et de l'accompagner plutôt que de la contraindre, leur approche gestionnaire et leur simple bon sens forestier. Indépendamment de la nature, du climat et des sols sans lesquels il est impossible de composer raisonnablement, les gestionnaires forestiers que nous sommes sont confrontés à un grand nombre de problèmes. Je n'en ferai pas le catalogue, on pourrait y passer la nuit. Je vais essayer de me concentrer sur quelques-uns des plus importants et comment j'ai modestement essayé de les résoudre. Notre activité, contrairement à la culture court-termiste dans laquelle nous vivons tous, bien qu'on n'ait jamais autant parlé de durable, s'étale sur un grand nombre d'années. Je ne vous apprendrai pas qu'il faut 20 ans pour faire un peuplier, 80 pour un résineux, 120 à 150 pour faire un chêne. Et les chênes que nous récoltons aujourd'hui ont été plantés, d'ailleurs beaucoup plus souvent plantés qu'on ne le pense. Ils ont été plantés sous le Second Empire. Plusieurs conséquences. Le forestier qui investit dans une plantation ou une régénération de forêt est soit un peu fou, soit il a dans l'avenir une fois à faire déplacer des montagnes. Il lui faudra 4 à 5 générations pour récolter son investissement. Étant donné les exigences de la sylviculture de chêne, il y a fort à craindre qu'une génération anéantira tout le travail de ses prédécesseurs. Si on veut conserver dans notre pays cette richesse incontestable, et le problème du chêne aujourd'hui est beaucoup plus le renouvellement d'une essence emblématique
que la vente de nos grumes aux Chinois, dont on entend beaucoup parler. Et s'ils recherchent le chêne français, les Chinois, c'est bien que nous sommes les seuls à pouvoir leur en fournir. Si on veut conserver notre pays cette richesse incontestable, il faut trouver les moyens techniques et économiques qui vont permettre à ces aventuriers de la nature de réaliser leurs projets. Après la dernière guerre, nous avons eu l'aide du FFN, qui nous a permis de tenir compte de ce long terme et qui nous a permis de relancer la reforestation en France. Ce financement de la filière par la filière, ce n'était pas un financement par l'État qui n'assurait que le suivi administratif et le contrôle. Ce financement de la filière par la filière était une idée géniale qui a parfaitement fonctionné dans son principe. Je ne reviendrai pas sur les raisons plus que contestables qui ont arrêté cet outil efficace et de bon sens, même s'il présentait quelques défauts non négligeables. Les subventions à la plantation, mais probablement pas assez aux travaux de sylviculture des 10 premières années, plantation pas toujours très appropriée aux stations, suivi trop souvent défectueux, les compétences techniques et notamment l'utilisation de la nature n'étaient pas encore au niveau que nous connaissons aujourd'hui. C'est un outil, notamment les prêts, que j'ai beaucoup utilisé. Il était simple, facile à mettre en œuvre. Les forestiers n'avaient pas à supporter la lourdeur administrative, les risques de trésorerie et même de requalification qui sont la règle aujourd'hui pour les relativement maigres financements de l'État qui, de ce fait, sont beaucoup moins utilisés qu'ils ne le devraient. La fiscalité forestière, elle est actuellement bien adaptée à cette économie du long terme. Et on peut espérer ne plus jamais revoir un impôt tel que l'impôt de solidarité de 48. Je ne l'ai pas connu, mais j'en ai connu les conséquences. Il a obligé cette année-là les propriétaires forestiers en mal de trésorerie de ponctionner la forêt au-delà du raisonnable. Ce travail de très long terme est contradictoire avec l'idée souvent rabâchée dans la filière que les forestiers ne savent pas s'adapter aux besoins de l'aval. Ce n'est absolument pas réaliste et c'est l'inverse qu'il faut faire. Pour sortir de ce problème, le sylviculteur doit n'avoir que des objectifs de qualité, en privilégiant les bonnes essences sur les terrains adaptés. On parle encore de bon sens. Sachant que même s'il est très bon, le terrain, la qualité ne sera pas toujours au rendez-vous. Mais la qualité se vendra toujours. La sylviculture proche de la nature, privilégiant les arbres de qualité, est l'outil idéal pour tenter d'atteindre ce but. On peut aussi développer sur des terrains adaptés des essences à croissance plus rapide. Je pense aux châtaigniers, aux robiniers, qui avec une sylviculture dynamique peuvent faire de très belles grumes commercialisables en une quarantaine d'années. En fait, c'est long la forêt, mais il y a des moyens de la raccourcir tout en restant très proche de la nature. Un des drames de la forêt française, on en a pas mal parlé déjà, c'est la surabondance du grand gibier. Dans le massif que je gère, j'ai en abondance des sangliers qui se régalent des glands et des châtaignes, compromettant les régénérations, des chevreuils qui consomment avec plaisir les jeunes pousses nées des semences épargnées par les sangliers, des cervidés, enfin, heureusement en légère diminution, qui s'occupent du reste, et notamment qui au printemps, pelure avec allégresse, mais régénération de châtaigniers. Et encore, la plupart d'entre vous n'ont pas connu la prolifération des lapins qui, jusque dans les années 50, ont ruiné, dans certaines régions, tout espoir de régénération. Cela est largement visible aujourd'hui sur les chênes de ma forêt, avec des classes d'âge qui sont totalement inexistantes. Sur ce problème du gibier, le forestier doit choisir de sortir de l'ambiguïté, pour ne pas dire de l'hypocrisie dans laquelle il aime se cantonner. Il est impossible de faire une forêt d'avenir, ce qui devrait être l'objectif de tout forestier. Une forêt bien équilibrée, avec des gros, moyens et jeunes bois, avec une population, quand on a une population trop importante de grands gibiers. Le déséquilibre est engagé dès que le sous-bois commence à trop s'éclaircir.
Mais malheureusement, nous sommes rarement maîtres de la situation. Comment, dans ces conditions, réaliser notre objectif d'arbre de qualité? Je n'ai pas plus que vous trouvé la solution idéale, qui ne dépend pas toujours de nous. Il ne sera trouvé qu'au niveau national, à condition de ne pas bâtir ces usines à gaz centralisatrices dont nous avons le secret. Quelques suggestions, si vous considérez à juste titre que les engrillagements sont un coût prohibitif et une atteinte à la nature. L'application d'une sylviculture proche de la nature doit permettre de maintenir au sol une densité de couvert suffisante pour nourrir une population raisonnable de gibier. Un réseau de cloisonnement bien entretenu permet non seulement de protéger les sols, de mieux observer les parcelles, mais aussi de donner au gibier un gagnage bénéficiant de la lumière, donc plus à son goût que dans un taillis en plein. La sylviculture proche de la nature améliore indéniablement le biotope favorable au gibier. Une bonne gestion du plan de chasse est également efficace. Pour cela, je veux encourager les sylviculteurs privés à prendre des responsabilités dans le syndicalisme forestier pour participer aux commissions de chasse locale. Là, avec persuasion et diplomatie, et en tentant des alliances avec des partenaires volontaires et déterminés, il est possible d'influer les décisions préfectorales. C'est du moins le fruit de mon expérience. Mais une fois les bracelets obtenus, et en cas de très forte densité, il n'est pas toujours facile d'assurer les réalisations. Trop de contraintes administratives, difficultés de tir, etc. Quand vous êtes parvenu à avoir une certaine influence, il faut essayer d'éviter autant que possible les plans de chasse qualitatifs, bien que ce ne soit pas le discours à la mode. Il faut savoir que pour le chevreuil, il y en a toujours beaucoup plus que ce que l'on observe au quotidien. Que pour les grands cervidés, il faut tuer les biches pour diminuer les populations. Ce n'est pas un exercice facile, car la végétation reste en place de plus en plus tard, alors que dès la fin novembre, les biches sont en arbre, et il est bien difficile alors de les approcher et de les enfermer dans une battue. Le problème du sanglier devient très complexe quand on arrive aux densités impressionnantes existant dans certaines forêts. Une compagnie de dizaines de sangliers passe à un fusil en battue. S'il est très bon, il en tue 2. Avec un peu de chance, il en tue 1. Le plus souvent, la compagnie passe et vous ne la voyez plus de la journée. Et on arrive aujourd'hui à des aberrations, avec des fédérations acculées à des montants de dégâts agricoles insupportables. Dans mon département, probablement assez précurseur, on vient d'initier la taxe à l'hectare pour les forêts, la double peine. Pas de remboursement des dégâts de gibier et une taxe supplémentaire qui met le prix des bracelets de sanglier à 100 € et plus, et impose en plus un nombre de bracelets probablement irréalisable. Pour ouvrir les yeux des chasseurs, il faudrait qu'ils découvrent qu'il y a des arbres en forêt, ce que je vous disais, et il faudrait imposer, pour l'examen de permis de chasser, une épreuve éliminatoire de sylviculture. Tout le monde y gagnerait, et les chasseurs pourraient découvrir le travail du forestier, qui leur permet d'exercer leur art dans un cadre souvent exceptionnel. Parmi les difficultés rencontrées, je voudrais évoquer les modes. J'ai toujours été frappé par la forte sensibilité du forestier aux modes. Dans les années 60, les débuts de la vulgarisation ont fortement contribué à leur développement. Souvent, des plotations sont faites parce que tout le monde les fait, sans tenir assez compte de l'environnement local. Il en résulte des catastrophes qui prendront des dizaines d'années pour se corriger. Je pourrais vous citer dans ma région de nombreux exemples. Il est beaucoup plus prudent de poursuivre ce qui a bien marché dans le passé et de ne tenter des nouveautés qu'avec beaucoup de circonscriptions et sur des surfaces très expérimentales. C'est plus en adaptant aux essences locales des méthodes telles que la sylviculture proche de la nature qu'en implantant des essences exotiques pas toujours adaptées, on pourra améliorer la qualité de sa forêt.
Enfin, une constante du sylviculteur privé, et là, je n'ai pas de recette miracle, je suis toujours en retard sur les travaux. Toujours débordé, toujours à la recherche d'entrepreneurs de travaux de qualité, malheureusement de plus en plus rares. Mais heureusement, la nature va à son rythme, et si on n'est pas trop mauvais, on arrive à ne pas trop se laisser dépasser, et la sylviculture proche de la nature, avec sa souplesse et son bon sens, nous permet de nous adapter. Quant aux tempêtes ou tornades de plus en plus fréquentes, il n'y a guère qu'une assurance bien aménagée en fonction des risques prévisibles pour réduire les conséquences de ces catastrophes. Là encore, on sera d'autant plus fort pour les supporter qu'on aura été capable de conduire un système solide et en bonne santé grâce à une sylviculture proche de la nature. Quelle méthode ai-je utilisée pour développer la forêt familiale? Il faut d'abord regarder sa forêt, étudier d'où elle vient. J'ai la chance de posséder pas mal d'archives sur la partie la plus ancienne. J'ai sur le noyau des 250 hectares de meilleure qualité de la forêt toutes les fiches de coupe et de recollement depuis plus de 100 ans, et notamment les affiches du comité des forêts, rédigées par les experts de l'époque, M. Roté, puis Olivier de Grandcourt, et les recollements consécutifs. C'est un outil fantastique pour comprendre l'état actuel des parcelles et prendre des décisions de gestion. Notre forêt a été, jusqu'à la dernière guerre, suivie par des experts compétents. Puis mon père, comme malheureusement beaucoup de forestiers privés, considérant que la forêt poussait toute seule, a préféré gérer seul. Il effectuait des coupes, malheureusement souvent trop fortes. Il y avait des contraintes de la guerre, des impôts, mais il n'y avait guère de travaux sylvicoles, et les lapins proliféraient. Tout cela a mis fortement en danger l'avenir de notre forêt. Depuis 40 ans que je ne prends plus de décisions de gestion importantes sans en discuter avec mon gestionnaire, merci Michel, nous avons, je pense, ensemble, bien amélioré la forêt. Mais certaines belles parcelles de chênes qui avaient été surexploitées sont maintenant devenues de belles parcelles de châtaigniers. Il faudra des dizaines d'années si on souhaite y revoir des chênes. Beaucoup de forestiers me disent fièrement qu'ils gèrent eux-mêmes leur forêt et qu'ils n'ont besoin de personne, sauf éventuellement pour les vendre. Pour moi, cette attitude n'est pas une bonne. La rémunération d'un bon expert est un investissement. Quelle que soit la connaissance que vous ayez de votre forêt, un bon expert, même jeune, a accumulé beaucoup plus d'expérience par le grand nombre de forêts qu'il a parcourues et par les problèmes qu'il a eu à résoudre que vous-même. Discuter avec lui ne peut être que positif, même si vous ne suivez pas forcément ses conseils. Le plan simple de gestion est un outil absolument indispensable, même si au départ il a été fortement contesté et si aujourd'hui il y a une mauvaise tendance à le complexifier. Là encore, je vois des propriétaires tout fiers d'avoir fait seuls leur plan simple de gestion. Et certains organismes trouvaient cela admirable. Pour les mêmes raisons que je viens d'évoquer, je considère que c'est une erreur. Faire un plan simple de gestion, c'est mettre en place toute la stratégie de votre investissement forestier. Cela mérite une réflexion approfondie et l'intervention d'un professionnel n'est certainement pas de trop. Le plan simple de gestion est fait pour être consulté. Il ne faut pas le voir comme un outil rigide. Sur 10 ou 20 ans, tout peut évoluer et il faut pouvoir s'adapter à la conjoncture, aux nouvelles techniques, aux changements climatiques, mettre à profit vos propres observations, celles de votre expert. Le plan simple de gestion doit être le squelette de votre gestion et il faut pouvoir broder autour. Mais il faut aussi sortir de sa forêt. Pour bien gérer sa propre forêt, rien de mieux que de voir beaucoup de forêts. La sylviculture est une matière tellement complexe, vous l'avez entendu aujourd'hui, qu'à chaque nouvelle visite de forêt, j'apprends quelque chose de nouveau. J'ai déjà parlé des CETEF, mais il y a beaucoup d'autres opportunités de voir la forêt des autres. Je ne citerai au hasard que les réunions des baliveaux du comité de forêt,
les voyages du comité des forêts ou les tournées pro-Sylva. Il est aussi très indispensable de bien connaître la filière, bien sûr localement pour bien commercialiser vos bois, mais aussi pour connaître les grandes tendances, la filière nationale et la filière internationale, pour connaître les grands réseaux commerciaux et aussi les grands pays producteurs. Savoir qu'en Amérique du Sud, il se plante aujourd'hui des millions d'hectares d'essences proches des nôtres, qui poussent environ 4 fois plus vite, et dont les pellets qui en sortiront sont apportés de tankers de nos ports. Et ce n'est pas indifférent pour nos décisions stratégiques que les quantités, c'est pas plus indifférent pour nos décisions stratégiques que les quantités de chêne français très recherchées par la Chine. Il faut aussi s'impliquer dans les institutions de la forêt. Contrairement à ce que j'entends souvent, ce n'est pas une perte de temps. Là encore, c'est un investissement. Peu de forestiers considèrent que leur syndicat est nul, que la fédération ne fait rien, que les CRPF n'ont rien compris. C'est facile. S'engager dans les organismes de la forêt privée est indispensable pour les forestiers privés. Il faut être nombreux pour être représentés. Y prendre des responsabilités permet de donner son avis et même, pourquoi pas, d'avoir de l'influence. Ça permet aussi de mieux connaître son environnement, de voir les forêts des autres, de mieux connaître les filières locales, tous éléments particulièrement utiles à la gestion de votre propre forêt. Je n'ai jamais pensé que j'avais perdu mon temps, que ce soit dans mon syndicat, au CRPF ou au comité des forêts. Bien au contraire. En conclusion, je n'ai certainement pas répondu précisément et scientifiquement à la question posée dans l'intitulé de cette intervention. Mais c'est que, malgré plus d'un demi-siècle d'expérience, j'en suis totalement incapable. Je n'ai fait, sans toujours le savoir, que mettre en pratique ces principes souvent entendus dans la bouche de Brice de Turckheim: observation, patience, humilité, confiance, qui de fait ne sont que les maîtres mots de la sylviculture proche de la nature. Gérer la nature, et la forêt en particulier, est un difficile challenge. Mais c'est un challenge passionnant, auquel je ne regrette vraiment pas d'avoir consacré 60 ans de ma vie, et d'avoir été confronté à tous ces problèmes, et j'espère encore pouvoir le faire pendant beaucoup d'années.